si je peux dire. Alors, l'autre problème posé par l'application de la loi, ce problème d'interférence, nous avons le problème de l'application de la loi dans l'espace. La loi dans l'espace, pourquoi? Parce que la loi, lorsqu'on adopte une loi, on l'adopte pour qu'elle s'applique au territoire national. La loi, lorsqu'elle est adoptée par le législateur marocain, elle est faite pour être appliquée sur le territoire marocain. Donc, elle s'applique au Maroc. Nous avons des problèmes, par exemple, américains, où il y a des lois qui s'appliquent à l'international, mais disons une règle générale, c'est que la loi s'applique sur le territoire de l'État. Alors, le territoire de l'État, qu'est-ce qu'on entend par ça? Le territoire, d'abord, c'est le territoire terrestre, c'est-à-dire la terre, et les points d'eau qui existent. Nous avons le territoire maritime, c'est-à-dire les eaux territoriales, les eaux internes, les eaux territoriales, le plateau continental, puis la zone économique exclusive. Nous avons donc le territoire maritime, nous avons le territoire aérien. C'est ça le territoire d'un État. Le territoire d'un État, il concerne aussi les aéronefs, c'est-à-dire et les navires portant pavillon, on dit, de l'État. Ça fait partie, donc, les avions, les navires qui portent pavillon de l'État, ils sont considérés comme territoire de l'État, et donc on applique donc le droit de l'État. Alors, puis les ambassades, là, donc, il y a des règles spécifiques. Donc, ça, pour vous dire le territoire de l'État, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, sur le territoire de l'État, on applique le droit de l'État. Sauf qu'il y a des moments où il peut y avoir des interférences avec d'autres droits. Donc, d'autres droits. Donc, il y a des situations qui se créent, qui font qu'il y ait une interférence entre plusieurs droits. Donc, nous avons, par exemple, les situations de mariage mixte. Nous avons par exemple les situations d'un pénal, par exemple un Français ou un Colombien arrêté pour trafic de drogue à un aéroport marocain. Donc ça, nous avons des situations dans lesquelles il y a une interférence entre plusieurs droits. Cette interférence-là, c'est ça ce que nous appelons les éléments d'extranéité. Un élément d'extranéité, une situation donc d'interférence, ça veut dire que c'est une situation qui comporte un élément d'extranéité. Un élément d'extranéité, ce qui fait que deux droits entrent, si je peux dire, en conflit. Alors, ces éléments d'extranéité, ça peut être, par exemple, comme je l'ai dit, soit un trafic par un étranger sur le territoire marocain. Donc, nous avons plusieurs situations. Alors, généralement, ces problèmes de ces conflits de loi dans l'espace sont réglés par des règles, ce que nous appelons les règles de conflit ou les règles de rattachement. Alors, les règles de conflit ou de rattachement, alors ce sont des règles posées par l'État. Nous avons une situation d'interférence où il y a un élément d'extranéité. Mais comment résoudre cette situation? Elle est résolue par des problèmes, résolue par des règles posées par l'État. Donc les règles de rattachement sont des règles nationales. Au Maroc, nous avons le Daïr du 12 août 1913 qui ont posé les règles de rattachement marocaines, c'est-à-dire comment résoudre ces situations dans lesquelles il y a une interférence entre plusieurs droits, ou entre des droits où il y a des situations d'extranéité, il y a une interférence entre plusieurs droits. Alors, généralement, pour ces problèmes-là, nous distinguons entre le droit public, le droit pénal et le droit privé. Alors, le droit public, le droit pénal, généralement, ils sont soumis à la souveraineté de l'État. C'est toujours le droit national qui s'applique. Sur le plan fiscal, on va appliquer le droit national. Sur le plan pénal, on applique le droit national. Donc, ils sont très liés à la souveraineté de l'État. Donc, généralement, c'est le droit national qui est appliqué. Les problèmes de conflit de loi dans le temps, dans l'espace, c'est surtout la relation privée
qui pose, donc c'est le droit privé qui pose ces problèmes. C'est pourquoi on dit que le droit privé est vraiment le terrain d'élection des conflits de loi dans le temps. D'ailleurs, ces conflits de loi dans l'espace, ils font l'objet d'une discipline autonome qui est le droit privé international. Donc c'est vraiment dans le droit privé que ce problème se pose. Alors, comment résoudre ce problème ou quelles sont les règles de rattachement? Nous avons 3 règles. Nous avons les règles de rattachement ou les règles de conflit. Donc nous avons la loi de la territorialité. La loi de la territorialité, c'est lié au territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va appliquer la loi du territoire sur lequel le fait a eu lieu. Donc généralement, pour tout ce qui est droit public, droit pénal, c'est la loi du territoire. La loi du territoire, donc par exemple, c'est, comme je l'ai dit, un Français arrêté à l'aéroport, un aéroport par exemple de Fès, Mohamed V, pour trafic de drogue, on va lui appliquer le droit pénal marocain. Pour les questions fiscales, donc tout ce qui est droit public, généralement c'est le droit public marocain. Pour tout ce qui est, vous allez le voir, en matière de responsabilité civile, c'est aussi les règles du territoire. C'est-à-dire, par exemple, lorsque survient un accident, par exemple, de la route, un acte français, par exemple, au Maroc, qui a un accident, ce seraient les règles du droit marocain. Ça, on appelle les règles du territoire. Pour les biens meubles et immeubles, vous allez voir, lorsqu'on parle avec le droit subjectif, la différence entre biens meubles et immeubles, mais généralement, on applique les règles du territoire. C'est-à-dire les règles pour un bien immeuble marocain. Donc, par exemple, on va appliquer les règles à l'achat, la vente pour un bien immeuble marocain. On va appliquer les règles du territoire. Au Maroc, on va appliquer donc les règles du territoire. Donc, nous avons la première règle de rattachement ou règle de conflit, c'est la règle de territoire. Règle de territoire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va appliquer la règle nationale du territoire sur lequel la situation a eu lieu, ou l'acte ou le fait a eu lieu. Donc, ça va être, c'est la règle du... Nous avons l'autre règle, c'est la règle personnelle, ou la loi personnelle. Ça veut dire qu'on va appliquer le principe de la personnalité de la loi, c'est-à-dire on va appliquer le droit, donc en matière de statut personnel, généralement on applique le droit de la personnalité en matière de statut personnel et en matière successorale. Donc par exemple, 2 Marocains mariés en France, qui habitent en France, mais qui sont mariés selon le droit marocain, ils vont divorcer selon le droit marocain, pas selon le droit français. Donc là, puis nous avons la règle de l'autonomie. La règle de l'autonomie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 2 parties vont choisir la règle qui leur serait appliquée. Ça peut être, supposons par exemple, un Marocain et un Français qui constituent une société. Ils peuvent parfaitement choisir soit le droit marocain, soit le droit français, soit carrément, en cas de problème, soit carrément un autre droit, c'est-à-dire le droit allemand ou le droit américain. Donc, c'est ça ce que nous appelons la règle d'autonomie. Donc, les conflits de loi dans le temps, qu'est-ce qu'ils supposent? Ils supposent l'existence d'une interférence entre 2 lois de pays différents. D'abord, l'interférence. Donc, il survient un élément d'extranéité. C'est ça, cette interférence fait qu'il survient un élément d'extranéité. Un élément d'extranéité qui fait que 2 lois de 2 pays différents entrent en conflit. Alors, pour résoudre ces problèmes-là, nous avons ce que nous appelons les lois de conflit ou les lois de rattachement. Donc, ces lois, généralement, ils sont posées par chaque pays. Ce sont des lois nationales, mais pour résoudre des situations de droit privé international. Donc, alors, ces situations de droit privé international, ils sont résolus selon 3 principes, soit le principe de la territorialité, ça veut dire qu'on va appliquer la loi nationale, soit le principe de la personnalité, ça veut dire qu'on va appliquer la loi personnelle, soit le principe de l'autonomie, ça veut dire qu'on va appliquer la loi sur laquelle les parties sont d'accord. Donc, alors avec ça, nous avons vu le problème de l'application de la loi, tout ce qui concerne la loi. Nous reste 2 problèmes, alors donc qui sont 2 textes
sur laquelle il faut poser donc la question de sources de droit au Maroc, de sources de droit au Maroc qui sont ce que j'ai appelé des cas spécifiques, qui sont le daïr et les traités internationaux et les textes internationaux. Alors, le daïr est une source de droit au Maroc, donc ça c'est sûr. Alors, le daïr, c'est quoi le daïr d'abord? D'abord, le daïr, c'est le nom donné au Maroc aux textes qui émanent, aux textes juridiques qui émanent du roi. Alors, ces textes, nous avons l'article 41 de la Constitution qui dispose, alors, le roi Amir al-Mu'minin. Alors, ces textes, c'est daïr, ils sont pris dans deux domaines, par le roi, enfin, pas dans deux domaines, dans deux, oui, je peux dire dans deux domaines. Alors, nous avons l'article 41, le roi exerce par daïr, les prérogatives religieuses inhérentes à l'institution de Marat al-Mouminin. Donc ça, c'est le roi Amir al-Mouminin. Puis, nous avons l'article 42 qui dispose le roi chef de l'État, et le roi exerce ses missions par daïr en vertu des pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par la présente Constitution. Donc nous avons deux articles, qui sont l'article 41 et l'article 42 de la Constitution. Donc le daïr, c'est quoi? Le daïr, c'est la forme que prennent les actes ou les textes juridiques émanant du roi. Alors, ces textes, donc le daïr, c'est la forme que prennent les actes royaux. Alors, la question qui est posée, il y a plusieurs questions. La première, c'est concernant la place dans la pyramide des lois, la pyramide des normes, la place du daïr. Je vais la voir lorsqu'on parlera des traités, donc ce sera pour après. Puis il y a la question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut attaquer, qui a été posée pour le juge marocain, c'est est-ce qu'on peut attaquer les actes du roi en justice. Alors là, nous avons deux arrêts qui sont l'arrêt Ronda de 1960 et l'arrêt Société agricole Abdelaziz de la Chambre administrative de la Cour suprême qui a jugé que les actes pris par le roi en matière administrative échappent au recours en annulation pour excès de pouvoir. Donc les daïrs du roi ne peuvent être mis en cause. Donc je répète, nous avons les daïrs. Les daïrs, c'est la forme qui est prise par les actes royaux dans deux domaines. Les actes royaux, c'est deux domaines. Nous avons le domaine de l'article religieux, dans l'article 41 de la Constitution, puis nous avons le domaine de l'article 42. L'acte royal, c'est un acte donc aujourd'hui qui est exclu de toute mise en cause de par la jurisprudence administrative de la Cour suprême. L'autre source du droit, alors on peut dire qui pose problème, c'est le traité international. Est-ce que le traité international au Maroc est une source du droit? Est-ce qu'il est une source de droit? Pas seulement au Maroc, la question elle est posée pour plusieurs pays. Est-ce qu'il est une source du droit? Alors, pour répondre à cette question, il faut distinguer deux écoles. En droit international, on distingue deux écoles. L'école dualiste du droit international et l'école moniste du droit international. L'école dualiste, c'est quoi? C'est une école dualiste, ça veut dire deux. Donc c'est une école qui pense que le droit international n'est pas une source du droit sur le plan interne. C'est-à-dire n'est pas une source du droit. Pourquoi? Parce que pour elle, les deux ordres internes et international sont des ordres complètement différents et les destinataires de la règle droit sont des règles différentes. Les deux ordres, l'ordre interne, c'est un ordre hiérarchique. Nous avons l'autorité publique, nous avons les citoyens, alors que l'ordre international, c'est un ordre de souveraineté et d'égalité. Puis nous avons les destinataires ne sont pas les mêmes. Donc sur le plan interne, les destinataires, ce sont les citoyens, alors que sur le plan externe, sur le plan international, les destinataires, ce sont les États. Donc les ordres ne sont pas les mêmes, les destinataires ne sont pas les mêmes. On ne peut pas avoir
un seul ordre juridique. Donc, il y a deux ordres juridiques. Il y a l'ordre juridique interne, l'ordre juridique international. Donc, un pays dualiste, c'est qui? C'est quoi? C'est un pays qui a, rappelez-vous l'idée de la pyramide juridique, c'est un pays qui a deux pyramides juridiques. La pyramide interne, dans laquelle il y a l'ordre constitutionnel, l'ordre législatif, le bloc constitutionnel, législatif, réglementaire, puis il y a la pyramide internationale. Donc, ils sont complètement séparés. Aucune interférence n'existe entre les deux pyramides. Là, j'ai l'exemple de l'Angleterre. L'Angleterre, c'est un pays dualiste. Donc, il y a l'ordre interne, il y a l'ordre international. Donc, lorsque l'Angleterre adhère à un traité international, obligatoirement, elle doit adopter une loi d'incorporation pour que le traité soit, si je peux dire, fait partie des sources du droit interne. Donc, en fin de compte, le traité n'est pas... Le traité, ça concerne les relations de l'Angleterre, les relations internationales de l'Angleterre. Sur le plan interne, le citoyen n'applique pas le traité, mais il applique la loi anglaise. Donc, je prends un exemple, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Lorsque l'Angleterre a signé la Convention européenne des droits de l'homme, il a parce qu'elle s'est engagée à respecter un certain nombre de droits, elle a adopté le Human Rights Act, qui est une loi qui s'applique aux citoyens. Donc le citoyen n'a aucun lien avec la Convention. Le citoyen applique la loi anglaise, il n'applique pas du tout la Convention. Supposons par exemple que l'Angleterre décide de sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle peut le faire. Le citoyen serait toujours soumis à la loi anglaise. Il n'a aucun lien avec le traité. Donc l'État anglais est libre dans son attitude envers le traité. Le citoyen, la loi reste toujours en vigueur en Angleterre et le citoyen applique la loi anglaise. L'école moniste, qui est l'école marocaine, l'école française, c'est une école qui dit que ce n'est pas possible qu'il y ait deux pyramides juridiques. Dans un pays, il y a un système juridique. Donc, il n'y a qu'une seule pyramide et il faut donc trouver la place, il faut se mettre d'accord sur la place qu'on accorde au traité international ou au bloc conventionnel. Alors, on peut lui accorder une place extra-constitutionnelle, on peut lui accorder une place infra-constitutionnelle et supralégislative, ce qui est la position de la France et la position du Maroc, qu'on peut lui accorder une autre place. Mais l'essentiel, c'est que dans un pays, il n'y a qu'une seule pyramide. C'est pourquoi on parle de pays moniste. Moniste, ça veut dire seul. Donc il y a une seule pyramide juridique et on classe la Convention internationale au sein de cette pyramide. Donc pour eux, il y a un système juridique. Pour les pays monistes, il y a un système juridique. Donc, alors ces pays monistes, lorsqu'ils adoptent le traité international, d'abord, il faut toujours voir la place qu'ils accordent au traité international. Où est-ce qu'ils le situent dans la pyramide des normes? Et il faut toujours, donc, lorsqu'ils adoptent un premier... Donc, leur attitude va changer en fonction de la place qu'ils lui accordent. Le Maroc, par exemple, il lui donne une position infraconstitutionnelle. Cela veut dire que le Maroc, lorsqu'il veut ratifier un traité, le traité doit être obligatoirement en conformité avec la Constitution. Sinon, soit il ne signe pas le traité, soit il doit réformer, il doit procéder à une révision de la Constitution. Donc ça pour l'école moniste. Donc l'école moniste, donc, en fin de compte, c'est une école où il y a toujours une seule pyramide juridique. Donc je prends toujours l'exemple de la Convention européenne des droits de l'homme, mais cette fois-ci avec la France. Donc la France, lorsqu'elle a adhéré à la Convention, d'abord il fallait être sûr, elle l'a ratifiée, il fallait être sûr que la France, selon l'article 55 de la Constitution, nous avons presque la même position. Donc, elle donne une primauté à la Constitution et le traité donc, doit être conforme à la Constitution. Donc, le traité, le bloc conventionnel, il est infraconstitutionnel. Donc, lorsque la France a signé la Convention, cela veut dire que cette convention-là, elle a une position supralégislative. Donc, sous certaines conditions, nous allons le voir, le citoyen français peut se réclamer de là. Il n'a pas besoin d'une loi d'incorporation comme en Angleterre. Il peut se réclamer donc de la Convention. Donc, supposons que la France décide de sortir de la Convention,
Donc la loi cesse, la Convention cesse d'être appliquée en France, ce qui n'est pas le cas pour l'Angleterre. Alors, donc, qu'en est-il pour le Maroc? Alors, le Maroc, il faut dire, la position de... donc, selon je continue pour avant de voir la position marocaine, pour l'école moniste. Alors, l'école moniste, donc, le droit, ou le traité international est classé dans la pyramide des normes. Est-ce que cela veut dire qu'il peut être justiciable? C'est-à-dire, est-ce qu'il est une source du droit? C'est-à-dire, est-ce que le citoyen peut, est-ce qu'il crée des obligations ou des droits pour le citoyen? Et est-ce que le juge peut s'appuyer sur le texte international pour motiver sa décision? Alors, cette question-là, elle pose la question de la justiciabilité du traité international. Est-ce que le citoyen peut se réclamer du traité? Est-ce que le juge peut s'appuyer sur le traité pour motiver sa décision? Ça, c'est un problème de ce que nous appelons l'effet direct de traité international. Lorsque le traité international a un effet direct, il est source de loi. Un effet direct, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le citoyen peut se réclamer, peut réclamer au juge d'appliquer d'écarter donc la loi nationale et d'appliquer le traité international, et le juge peut s'appuyer sur le traité international pour motiver sa décision. L'effet direct dépend de 3 éléments. D'abord, il faut que le traité soit intégré sur le plan interne, qu'il y ait une intégration du traité sur le plan interne. Il faut qu'il y ait une réciprocité, c'est-à-dire que toutes les parties au traité international acceptent cet effet direct, et il faut que le traité soit clair, ou que la disposition internationale soit claire, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas une interprétation de la part du juge, ce que nous appelons le self-executing, c'est-à-dire que le juge va appliquer, elle est claire, la disposition ne nécessite aucune interprétation. C'est ça l'effet direct. Donc, dans l'école moniste, si je peux dire, l'école moniste du droit international, le traité international peut être une source du droit, mais à condition qu'il ait l'effet direct. L'effet direct, ça veut dire que le traité est justiciable. Justiciable, ça veut dire que les sujets du droit, les individus, donc, peuvent se réclamer l'application du traité et donc écarter la loi nationale, et le juge peut motiver sa décision par les dispositions, par le traité. Ça, l'effet direct, elle est liée à des critères très sévères qui sont l'intégration sur le plan interne, la réciprocité des parties contractantes et la clarté du texte international, ou ce que nous appelons le self-executing du texte international. Alors, concernant le Maroc, la Constitution de 2011, alors elle précise, nous avons dans le préambule, ça fait, la doctrine, elle est très divisée sur cette question-là, mais là, je vais vous donner un peu les éléments de réflexion sur la position du Maroc. Nous avons donc le préambule de la Constitution de 2011, dans laquelle le Maroc s'engage à accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale. Il y a une primauté. Le Maroc accorde une primauté aux textes internationaux. Une primauté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie. Ce que veut dire, ça veut dire d'abord que nous sommes dans une conception moniste du droit international. Ça, il nous éclaire. Là, c'est sûr. Nous ne sommes pas du tout dans la conception juridique. Donc, la conception dualiste, nous sommes dans la conception moniste. Donc,
La question qui est posée, c'est est-ce que le Maroc, ou est-ce que les particuliers marocains, qui est maintenant très posé en matière des droits de l'homme, est-ce que les particuliers marocains peuvent se réclamer de la norme internationale devant le juge? Et est-ce que le juge peut appliquer la norme internationale? Alors là, nous avons plusieurs choses. La réponse à cette ce que les éléments de la Constitution nous donnent un peu des indices pour répondre à cette question. La première question, c'est que sur le plan terminologique, la primauté, ce n'est pas l'effet direct. La primauté, cela veut dire que je donne une place, si je peux dire, extra-législative ou supra-législatif à la Convention internationale. Ça, c'est clair. Les conventions internationales sont supérieures aux droits ou aux lois marocaines, ça oui. Mais en même temps, dans un autre article, il est indiqué clairement qu'un traité international ne peut être ratifié s'il est en contradiction avec la Constitution et que pour cela, pour la même disposition qu'en France, et que s'il y a une contradiction, donc il faut réviser la Constitution, ce qui veut dire que le traité international a une position infraconstitutionnelle au Maroc. Donc nous avons le bloc de la constitutionnalité au sommet de la pyramide, nous avons le bloc de la conventionnalité après, puis il a une valeur infraconstitutionnelle, mais elle a une valeur supralégislative. Voilà ce que ça veut dire la primauté. Est-ce que le droit ou le traité international a un effet direct au Maroc? Et de ce fait, il peut être une source du droit. Là, nous avons deux textes ou deux articles de la Constitution qui, à mon sens, disent non. Le premier, c'est l'article 110, précise que les magistrats de siège ne sont astreints, là il faut voir la rédaction de la règle, ne sont astreints qu'à la seule application de la loi. On ne peut pas être plus clair que ça. Le juge, les magistrats de siège appliquent la loi marocaine. Nous avons aussi l'article 117 de la Constitution, toujours la Constitution marocaine. Donc, alors, l'article 117, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Le juge est en charge de la protection des droits, des libertés et de la sécurité judiciaire des personnes et des groupes ainsi que de l'application de la loi. » Le juge applique la loi. Donc, il n'y a pas l'effet direct. En plus, ça, il ne faut pas oublier que dans le préambule, lorsque ça a été posé, la question de la primauté, la dernière phrase, qu'est-ce qu'elle dit? La primauté sur le droit interne du pays est harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale. Harmoniser. Donc nous avons la primauté, nous avons harmonisé qui est dite clairement dans le texte constitutionnel, ce qui veut dire que lorsqu'il y a une convention internationale contraire au droit national, le législateur est appelé à harmoniser son droit. Le juge applique la loi, le législateur doit harmoniser. Harmoniser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dispositions, ça veut dire écarter les dispositions qui sont contraires au texte international. Donc nous avons vu cette attitude, si je peux dire, avec la Convention internationale relative de lutte contre les violences contre les femmes. On a adopté une loi sur les violences qui interdit les violences contre les femmes, mais qui était une loi juste de toilettage du pays. C'est-à-dire qu'on a écarté les dispositions contraires au texte international. Le législateur procède, si je peux dire, à un toilettage du pays en fonction de la convention à laquelle le Maroc, un toilettage du droit national en fonction de la convention à laquelle le Maroc a adhéré. Donc, si je prends la pyramide des normes au Maroc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le bloc constitutionnel dans lequel on peut parfaitement classer les lois organiques parce qu'ils sont des lois qui complètent la Constitution. Nous avons le bloc de la conventionnalité, le bloc du traité international, nous avons le bloc législatif, nous avons le bloc réglementaire. Alors vous allez me dire, et le roi? Et la derrière du roi, où est-ce qu'on va les mettre? Alors, pour répondre à cette question, la doctrine est divisée. Il y en a qui considèrent qu'on peut classer le derrière du roi.
Et ils le mettent où? Ils le mettent après la Constitution, après le bloc conventionnel, après le bloc législatif, dans le bloc réglementaire. Je suis contre cela. Pourquoi? Parce que premièrement, le roi peut prendre des lois. Il peut agir dans le domaine de la loi. Nous avons donc l'article 96. Le roi a peu après avoir consulté le président de la Cour constitutionnelle et informé le chef du gouvernement, donc dissoudre les deux chambres ou l'une d'elles seulement. La dissolution a lieu après un message adressé par le roi à la nation. Donc le roi peut dissoudre le Parlement. Alors les prérogatives du Parlement, certainement la Constitution est silencieuse, mais cela veut dire que c'est le roi qui va les exercer, donc il intervient dans le domaine de la loi. Le daïr donc peut être législatif, peut être une loi, il peut être réglementaire. Le daïr, donc en fin de compte, ce n'est pas une autre forme d'acte juridique. Il est soit une loi, soit un règlement. Le daïr est une forme. Donc, lorsqu'il est une loi, on va le classer dans le domaine législatif, dans le bloc législatif. Lorsqu'elle est un règlement, on va le classer dans le bloc réglementaire. Donc, on ne le classe pas. Pourquoi? Parce que la daïr, c'est une forme. On est sur le plan de la forme, on n'est pas sur le plan du fond. Sur le plan du fond, il est soit une loi, donc il est dans le bloc législatif, il est soit un règlement, il est dans le bloc réglementaire. Je suis donc une adepte de cette interprétation de la pyramide des normes au Maroc. Donc avec cela, nous finissons cette partie qui est la mienne, relative au texte écrit. Donc la Constitution, qui sont, qu'est-ce que nous avons vu? La Constitution, les lois proprement dites, le règlement. Nous avons vu donc les problématiques relatives à l'élaboration et à l'application de ces textes. Puis nous avons vu le cas, les conflits de loi dans le temps et dans l'espace. Et nous avons vu donc les questions relatives à deux textes, à deux sources de loi qui peuvent poser problème, qui sont le traité international et le daïr. Et la prochaine partie, toujours sur les sources des lois, sera assurée par M. Larbi. Elle concernerait les autres sources, c'est-à-dire la coutume, la jurisprudence, la doctrine, mais avant le droit musulman. Je vous souhaite bon courage.